Comment t'oses-tu? Tu as ruiné cette famille! Vraiment, vraiment, regardez ça. Non, ce n'est pas possible. Avez-vous déjà regardé les personnes que vous aimiez le plus en vous demandant si vous les connaissiez vraiment? Avez-vous déjà senti ce froid dans le dos quand le sourire de votre partenaire ne semble plus sincère, quand ses mots sonnent faux, quand son cœur semble battre pour une autre? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a changé ma vie à jamais. Une histoire de trahison, de larmes, mais aussi de courage et de rédemption. Une histoire où j'ai dû affronter mon propre mari, ma belle famille, et tous leurs mensonges devant toute la famille réunie. Mais ce soir-là, alors qu'ils pensaient m'avoir brisé, j'ai sorti l'arme ultime. Restez avec moi, car ce récit pourrait vous donner la force de défendre votre vérité, même quand tout semble perdu. Je m'appelle Sophia, et il y a encore un an, je croyais dur comme fer que j'avais réussi ma vie. Un mari aimant, Lucas, une belle maison, une carrière d'artiste qui commençait à porter ses fruits. Mais derrière cette façade parfaite se cachait une réalité tellement plus sombre, tellement plus douloureuse. Tout a basculé il y a environ 6 mois, quand Lucas a commencé à changer. Ses retours du travail se faisaient de plus en plus tard, ses excuses de plus en plus vagues. Une réunion de dernière minute, un dîner avec un client important, un projet urgent qui traînait au bureau. Au début, j'ai voulu croire à ses explications. J'avais confiance, une confiance aveugle, celle qui nous fait ignorer les signes avant-coureurs, celle qui nous pousse à fermer les yeux sur l'évidence. Mais un soir, alors que Lucas était une fois de plus retenu au bureau, j'ai décidé de lui apporter son dîner, pensant lui faire une surprise. Quelle surprise cela a été pour moi! En arrivant sur le parking de son entreprise, je les ai vus. Lucas et une femme, Clara, se tenant la main, échangeant un baiser qui n'avait rien de professionnel. Mon cœur s'est arrêté net. Le monde autour de moi s'est mis à tourner et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Mais au lieu de me précipiter vers eux, j'ai pris une décision cruciale. Je devais rassembler des preuves. Parce que je savais que sans preuves tangibles, personne ne me croirait, surtout pas sa famille, qui m'avait toujours considérée comme une intruse, une artiste un peu rêveuse, qui ne méritait pas leur précieux Lucas. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable enfer émotionnel. Chaque sourire que j'adressais à Lucas me coûtait, chaque caresse était un mensonge. Chaque « je t'aime » qu'il me murmurait me déchirait un peu plus l'âme. J'ai engagé un détective privé, une décision difficile mais nécessaire. Les preuves ont commencé à s'accumuler. Photos de leurs rendez-vous galants, copies de leurs messages tendres, même des enregistrements de leurs conversations, où ils se moquèrent de moi, où ils parlèrent de leur avenir ensemble. Chaque nouvelle preuve était comme une pièce d'un puzzle cauchemardesque, mais en même temps, cela me donnait la force de continuer. Je devais être patiente, stratégique, je devais attendre le bon moment pour frapper. Pendant ce temps, la pression de ma belle famille augmentait de façon insupportable. Eliane, ma belle-mère, une femme froide et manipulatrice, profitait de chaque occasion pour me rabaisser, pour me rappeler que je n'étais jamais assez bien pour son fils. « Tu devrais faire plus attention à ton apparence, Sophia », disait-elle lors de nos déjeuners dominicaux obligatoires. Lucas a besoin d'une femme qui sache le représenter, qui soit à la hauteur de son statut. Camille, la sœur de Lucas, n'était pas en reste, lançant des piques sur ma carrière d'artiste qu'elle qualifiait de hobby sympathique mais pas vraiment sérieux. Je souriais, j'encaissais, mais à l'intérieur, je me sentais de plus en plus seule, de plus en plus piégée dans un mariage qui n'était plus qu'une mascarade. Le jour du dîner familial qui allait tout changer, je sentais instinctivement que quelque chose se tramait. L'atmosphère était étrangement tendue, électrique. Lucas évitait mon regard, chose rare pour lui d'habitude si sûr de lui. Eliane arborait un sourire suffisant, presque triomphant, et même Robert, le père de Lucas, d'ordinaire si placide, semblait mal à l'aise, comme s'il pressentait l'imminence d'une catastrophe. Pendant le dessert, Lucas a tapoté son verre avec sa cuillère pour réclamer le silence. « J'ai quelque chose d'important à annoncer », a-t-il déclaré, sa voix anormalement grave. Il a sorti une enveloppe de sa poche intérieure de veste et en a tiré des photos. Des photos de moi, prises hors contexte, me montrant dans des situations compromettantes avec un inconnu. « J'ai découvert que Sophia me trompait », a-t-il annoncé, la voix tremblante de fausse émotion. « Voici les preuves. Elle a souillé notre mariage, notre confiance. » Le choc m'a paralysée. Je regardais ces images truquées, ces montages grossiers, incapable de croire à tant de malveillance, à tant de duplicité. Autour de moi, les accusations fusaient, violentes, blessantes. Eliane criait, le visage déformé par une haine que je ne lui avais jamais vue. Je l'avais toujours su, cette fille n'était pas digne de toi. Elle n'a jamais été à la hauteur de notre famille. Camille ricanait, son regard brillant d'une joie mauvaise. Robert, lui, détournait les yeux, honteux ou complice, je ne savais pas. Lucas poursuivait son discours de victime blessée, racontant avec force détail comment il avait découvert ma trahison par hasard, comment il avait souffert en silence pendant des semaines, avant de décider de révéler la vérité devant toute la famille pour mettre fin à ce mensonge. Mais au milieu de ce cauchemar, au plus profond de mon être, quelque chose s'est réveillé.
Une colère froide, déterminée, une force que je ne me connaissais pas. Je me suis souvenu des vraies preuves que j'avais soigneusement cachées dans mon téléphone. Et surtout, je me suis souvenu de cette vidéo que j'avais reçue de manière anonyme quelques semaines auparavant, et qui allait tout changer, tout renverser. Alors que les regards me condamnaient, que les doigts se pointèrent vers moi, que les insultes pleuvaient, j'ai sorti mon téléphone avec une sérénité retrouvée. Tu veux jouer aux preuves, Lucas? Très bien, montrons à tout le monde ce que ta famille respectable cache vraiment dans l'ombre. D'une main ferme, j'ai branché mon téléphone à la télévision du salon via une connexion sans fil et j'ai appuyé sur play. La vidéo a commencé à défiler, silencieuse d'abord, puis les sons sont arrivés, clairs, distincts, incontestables. On y voyait Eliane, la vertueuse Eliane, celle qui me donnait des leçons de morale à chaque repas, dans les bras de Marc, le meilleur ami de son mari Robert. Ils étaient dans une chambre d'hôtel, enlacés, échangeant des propos tendres puis des gestes plus intimes. On l'entendait distinctement dire, d'une voix que je ne lui connaissais pas, doucereuse et méprisante, « Robert ne soupçonnera jamais rien, il est trop naïf, trop confiant. » Puis alors qu'ils parlèrent de Lucas, elle ajoutait avec un petit rire cynique « Mon fils a bien trop à faire avec sa petite maîtresse pour s'occuper de nous. Il est bien trop occupé à jouer les maris parfaits. » Le silence dans la pièce est devenu assourdissant, pesant, insoutenable. Les visages se sont décomposés les uns après les autres, passant de la colère à l'incrédulité, puis à l'horreur. Robert, le visage blême, s'est levé d'un bond, faisant tomber sa chaise dans son élan, et a hurlé d'une voix que je ne lui avais jamais entendue. « Eliane, c'est quoi cette horreur? C'est quoi cette trahison ?» Lucas était devenu livide, son masque de victime s'effondrant pour laisser place à un mélange de honte et de rage, réalisant que sa mère non seulement connaissait son infidélité, mais l'utilisait cyniquement pour justifier la sienne. Eliane, elle, tentait de nier, de crier au montage, au complot, mais ses propres paroles dans la vidéo étaient trop claires, trop précises, trop accablantes pour être contestées. Je me suis alors avancée, le regard posé sur Lucas, et j'ai dit, d'une voix calme mais qui portait dans tout le salon, « Maintenant, parlons des vraies trahisons, Lucas. Parlons de Clara, de vos rendez-vous à l'hôtel Westminster, de l'argent que tu as dépensé pour elle alors que tu me reprochais mes dépenses pour mes tubes de peinture. Parlons de ces photos que tu as fait truquer pour me discréditer. » J'ai sorti les rapports du détective, les photos, les messages imprimés. Chaque preuve s'abattait sur eux, comme un coup de massue, détruisant irrémédiablement leur fragile édifice de mensonges. La suite de la soirée a été d'un chaos indescriptible. Robert a quitté la pièce en trombe, Camille s'est effondrée en sanglots, Eliane tentait désespérément de se justifier, accrochée au bras de son fils. Lucas, lui, était silencieux, le regard vide, fixant le sol, comme si son monde, construit sur le sable mouvant du mensonge, venait de s'écrouler, définitivement. Je suis restée là, calme, forte de la vérité que je portais enfin au grand jour, libérée du poids de leurs secrets. Ce soir-là, en quittant cette maison pour ne jamais y revenir, je savais que ma vie venait de basculer irrémédiablement. Mais contrairement à ce qu'il croyait, ce n'était pas une fin. C'était un nouveau commencement, le début de ma véritable histoire. Une histoire où je serais enfin la maîtresse de mon destin. La pièce était devenue le théâtre du chaos le plus absolu. Robert, le visage décomposé par une rage que je ne lui avais jamais connue, avait quitté la salle en hurlant des mots que je préfère oublier. Le bruit de la porte claquant résonna comme un coup de feu dans le silence lourd qui avait suivi la fin de la vidéo. Camille, effondrée sur sa chaise, sanglotait sans retenue, son mascara coulant en traces noires sur ses joues. Quant à Eliane, elle tentait toujours de nier l'évidence, mais ses protestations se perdèrent dans les sanglots de sa fille et le regard vide de son fils. Lucas, justement, mon mari, l'homme qui avait partagé mon lit, mes rêves, ma vie pendant toutes ces années. Je le regardais et je ne voyais plus l'homme charmant et sûr de lui que j'avais épousé, mais un étranger brisé, réduit à l'état de spectateur impuissant de l'effondrement de son propre monde. Son masque de mari trompé et blessé s'était effrité, révélant la vérité hideuse. Il n'était qu'un pantin manipulé par sa propre mère, complice d'un système familial toxique où l'apparence primait sur l'authenticité. « Ce n'est pas vrai !» balbutiait Eliane, agrippée au bras de Lucas. « C'est un montage. Sophia a truqué cette vidéo. » Mais personne ne l'écoutait plus. Ses paroles se perdèrent dans le vide, aussi creuses que les mensonges qu'elle nous avait servis pendant des années. Je me suis avancée vers le centre de la pièce, sentant le poids des regards sur moi. Ce n'était plus le poids accusateur du début de la soirée, mais un mélange de honte, de peur et de curiosité malsaine. « Tu veux d'autres preuves, Lucas ?» ai-je demandé d'une voix calme, presque douce. « Tu veux que je montre à tous les messages que tu as échangés avec Clara, ceux où tu lui disais que j'étais fade, que notre mariage était une erreur, que tu comptais me quitter dès que tu aurais réussi à récupérer l'argent que j'avais investi dans la maison ?» J'ai sorti de mon sac une liasse de papier, les rapports du détective que j'avais soigneusement compilés. Chaque page était une preuve supplémentaire de sa duplicité, de ses mensonges, de sa lâcheté. « Page 3 » ai-je continué, les yeux rivés sur les siens.
Le 14 février, anniversaire de notre mariage, tu m'as offert des fleurs en prétendant avoir une réunion urgente. En réalité, tu étais au restaurant avec Clara. Tu lui as offert un collier qui coûtait le double de mes fleurs. J'ai tourné la page, le bruit du papier déchirant le silence tendu. Page 7. Le week-end où tu m'as dit partir en séminaire professionnel. Tu es allé avec elle à Deauville, vous avez logé dans la suite nuptiale, payé avec notre compte joint. Chaque révélation était un coup de poignard, mais cette fois, c'était moi qui tenais l'arme. Et je visais juste. Le plus drôle dans tout ça, ai-je poursuivi, un sourire triste aux lèvres, c'est que tu as cru jusqu'au bout que je ne me douterais de rien, que j'étais trop naïve, trop stupide pour voir la vérité. Tu as sous-estimé la femme que je suis, Lucas. Tu as sous-estimé la force que peut avoir une personne quand elle est poussée dans ses derniers retranchements. J'ai alors regardé Eliane droit dans les yeux. Elle avait cessé de protester et me fixait avec une haine pure, primitive. Et toi, Eliane, la mère parfaite, la belle-mère modèle, pendant combien d'années as-tu trompé Robert ? Pendant combien de temps as-tu mené cette double vie tout en me donnant des leçons de morale ? Tu as même utilisé l'infidélité de ton fils comme justification pour la tienne. Quelle mère fait ça ? Quelle femme fait ça ? Ma voix a légèrement tremblé sur ces derniers mots, non pas par peur, mais par l'intensité de l'émotion qui me submergeait. Des années de frustration, de humiliation, de silence complice remontèrent à la surface, et je les laissai s'exprimer, enfin libre. Quand j'ai reçu cette vidéo anonyme, ai-je expliqué en brandissant mon téléphone, j'ai d'abord cru à une mauvaise blague, puis j'ai compris que c'était une chance, une opportunité de voir la vérité en face. Et quelle vérité ? Tu parlais de Lucas et de sa petite maîtresse avec autant de mépris, alors que toi-même tu trahissais ton mari avec son meilleur ami. L'hypocrisie a atteint des sommets que je n'imaginais même pas. J'ai fait une pause, laissant mes mots résonner dans l'esprit de chacun. Camille avait cessé de pleurer et nous regardait, son visage trahissant un mélange de honte et de culpabilité. Avait-elle su, elle aussi ? Avait-elle fermé les yeux sur les agissements de sa mère, comme elle m'avait encouragée à fermer les yeux sur ceux de Lucas ? Je sais que tu étais au courant, Camille, ai-je dit, tournant mon regard vers elle. Tu les as surpris il y a 6 mois, n'est-ce pas ? Et tu as choisi de te taire. Comme tu as choisi de te taire quand tu as découvert que Lucas trompait. La loyauté familiale, c'est important, mais pas quand elle sert à cacher la pourriture. Camille a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Dans son silence, j'ai trouvé la confirmation de ce que je soupçonnais depuis longtemps. Dans cette famille, le silence valait complicité. Maintenant, ai-je repris en m'adressant à nouveau à Lucas, je vais te dire ce qui va se passer. Demain matin, je quitte cette maison. Je prends mes affaires et je m'en vais. Je ne veux plus jamais te revoir. Notre mariage est terminé et cette fois, c'est moi qui y mets fin. Lucas a enfin relevé la tête. Son regard était vide, éteint. « Sophia », a-t-il murmuré d'une voix rauque. « Non, Lucas, pas maintenant. Il est trop tard pour les excuses, trop tard pour les explications. Tu as fait ton choix quand tu as décidé de me tromper, puis de m'accuser publiquement pour cacher tes propres fautes. Tu as fait ton choix quand tu as écouté ta mère plutôt que ton cœur. » J'ai rangé les documents dans mon sac, mes gestes lents et précis. Chaque mouvement était calculé, délibéré. Je voulais qu'ils se souviennent de cette image. Moi, calme, maîtresse de moi-même, alors que leur monde s'écroulait autour d'eux. Les procédures de divorce seront engagées la semaine prochaine, ai-je annoncé. J'ai déjà consulté un avocat. Et compte tenu des preuves que je détiens, non seulement de ton infidélité, mais aussi de tes tentatives de diffamation, je doute que tu aies envie de prolonger cette mascarade devant un tribunal. J'ai jeté un dernier regard à la pièce, à ces visages marqués par la honte et la colère. Cette salle à manger où nous avions partagé tant de repas, de fêtes, de moments prétendument heureux. Tout n'avait été qu'une illusion, un décor soigneusement entretenu pour cacher la vérité. « Sachez une chose », ai-je dit avant de sortir. Aujourd'hui, en révélant vos mensonges, je ne me suis pas vengée. Je me suis libérée. Et cette liberté, personne ne pourra jamais me la reprendre. Sur ces mots, j'ai tourné les talons et j'ai quitté la pièce. Aucun d'entre eux n'a tenté de me retenir. Aucun n'a prononcé un mot. Leur silence valait toutes les confirmations. Dans l'entrée, j'ai attrapé mon manteau, ouvert la porte et j'ai aspiré une grande bouffée d'air frais. La nuit était claire. Les étoiles brillaient d'un éclat froid et pur. Pour la première fois depuis des années, je respirais librement. La suite de mon histoire est celle d'une renaissance, d'une reconstruction. Mais cela, c'est pour la prochaine fois. Pour l'instant, sachez que cette soirée, si douloureuse soit-elle, m'a appris la plus importante des leçons. On peut traverser l'enfer et en ressortir plus forte, à condition de ne jamais renoncer à sa vérité intérieure. La porte de la maison des beaux-parents s'est refermée derrière moi, avec un bruit sourd qui résonna comme une rupture définitive. De l'autre côté de cette porte, c'était le chaos, la honte, les mensonges démasqués. De mon côté, dans la nuit fraîche, c'était l'inconnu, mais un inconnu qui sentait bon la liberté. Je me suis retrouvée sur le trottoir, mon sac à main serré contre moi comme un bouclier, contenant les preuves qui venaient de pulvériser ce monde de faux-semblants. Les premiers pas furent les plus difficiles. Chaque enjambée m'éloignait physiquement de cette maison, mais mentalement, j'étais encore dans cette salle à manger,
face à leur visage décomposé. Pourtant, une force nouvelle coulait dans mes veines. Cette force, c'était la vérité, enfin libérée après des mois d'étouffement. Je marchais sans but précis dans les rues désertes, le souffle un peu court, le cœur battant la chamade, mais l'esprit étrangement clair. Je n'avais pas pleuré, pas encore. L'adrénaline maintenait mes émotions en suspens. Je ressentais une sorte de calme étrange, comme après une tempête. Tout était silencieux autour de moi, et pour la première fois depuis bien longtemps, le silence n'était pas menaçant. Il était apaisant. Je respirais profondément, l'air nocturne purifiant mes poumons de l'atmosphère viciée de cette maison. Mon téléphone vibrait sans cesse dans mon sac. Lucas, Eliane, encore Lucas, puis Camille. Je les ai ignorés. Cette nuit m'appartenait, et je refusais de laisser quiconque l'envahir. J'avais passé trop de temps à répondre à leurs attentes, à m'adapter à leurs humeurs. Ce soir, pour la première fois, je n'appartenais qu'à moi-même. Je me suis dirigée vers mon atelier, mon véritable sanctuaire. Cet endroit que Lucas méprisait tant, qu'il qualifiait de caprice d'artiste, allait devenir mon port d'attache. En ouvrant la porte, l'odeur familière de la térébenthine et de la peinture à l'huile m'a enveloppée comme une couverture réconfortante. Ici, aucune critique, aucun jugement, seulement la toile blanche qui attendait ma vérité. J'ai allumé la lumière et mes yeux se sont posés sur le dernier tableau que j'avais commencé. Une œuvre sombre, tourmentée, avec des formes qui se tordaient dans toutes les directions. Je l'avais intitulée « Silence ». Maintenant, je comprenais pourquoi mon subconscient m'avait poussé à créer cette image. Elle représentait parfaitement l'étouffement que je vivais. Assise sur le vieux canapé, taché de peinture, j'ai enfin laissé les larmes couler. Ce n'étaient pas des pleurs de tristesse ni de désespoir. C'était une purge nécessaire, le lavage de toutes les humiliations accumulées, de tous les sourires forcés, de tous les « oui, chérie », prononcés la bouche en cœur alors que mon cœur se brisait. Je pleurais la femme que j'avais été, cette femme qui s'était perdue en chemin, qui avait oublié sa propre valeur. Petit matin, épuisé mais l'esprit plus clair que jamais, j'ai appelé Maître Dubois, mon avocate. Sa voix calme et posée m'a immédiatement rassurée. « Sophia, prenez votre temps, racontez-moi tout depuis le début. » Je lui ai tout dit, sans omettre un détail. La tromperie de Lucas, la manipulation d'Eliane, la complicité silencieuse de Camille et bien sûr, cette fameuse soirée où j'avais retourné la situation. Quand j'ai mentionné la vidéo, elle a sifflé doucement. Vous avez bien fait de garder des preuves, Sophia. Dans des situations comme celle-ci, c'est souvent la parole contre la parole. Elle a pris note de chaque élément, m'expliquant calmement la procédure à suivre. Le divorce serait rapide, me disait-elle, surtout avec les preuves accablantes que nous détenions. Pendant que je parlais avec mon avocate, mon téléphone n'avait cessé de vibrer. Lucas avait laissé 17 messages, passant de la supplication à la colère, puis de nouveau à la supplication. « Sophia, je t'en prie, on peut réparer les choses. Tu ne comprends pas, maman m'a manipulée. Je vais quitter Clara, je promets. » Chaque message confirmait ce que je savais déjà. Il ne regrettait pas de m'avoir trompé, il regrettait d'avoir été découvert. Le message d'Eliane était plus cinglant. « Tu as détruit ma famille, Sophia. J'espère que tu es fière de toi. » Je n'ai même pas pris la peine de répondre. La famille, elle l'avait détruite elle-même, bien avant mon intervention. Je n'avais fait que mettre en lumière ce qu'il s'évertuait à cacher. Le message le plus surprenant venait de Robert. « Sophia, je suis désolée, vraiment désolée, je ne savais pas. » Cette simple phrase, venue de cet homme toujours si effacé, m'a émue aux larmes. Lui aussi était une victime dans cette histoire, trompé par sa femme et son meilleur ami. Je lui ai répondu brièvement « Moi aussi, je suis désolée, Robert, pour nous tous. » Les jours suivants furent un mélange étrange de liberté et de routine. Je me suis installée temporairement dans mon atelier, dormant sur le canapé, cuisinant avec une petite plaque électrique. C'était spartiate, mais c'était mon espace, mon territoire. Personne ne venait me critiquer sur la manière dont je rangeais mes pinceaux ou sur l'odeur de térébenthine. J'ai repris la peinture avec une frénésie nouvelle. Les couleurs sombres de mes anciennes toiles firent place à des teintes vives, audacieuses. Le rouge de la colère, le orange de l'énergie, le jaune de l'espoir. Je peignais des femmes qui brisaient des chaînes, qui s'envolaient vers le ciel, qui regardaient l'horizon droit dans les yeux. Chaque coup de pinceau était une affirmation, chaque couleur un défi. Une semaine après la fameuse soirée, Camille est venue me voir. Je l'ai trouvée devant la porte de mon atelier, hésitant à frapper. Elle avait perdu son assurance habituelle, ses épaules étaient voûtées, son regard fuyant. « Je peux. Entrer ?» a-t-elle demandé d'une petite voix. Je l'ai fait entrer, lui ai offert un thé. Nous nous sommes assises en silence un moment, le poids des non-dits entre nous. Finalement, elle a parlé. Je savais pour maman et Marc. Je les avais surpris il y a 6 mois. Elle m'avait fait jurer de me taire. Sa voix tremblait. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle utilisait l'infidélité de Lucas pour le manipuler. Selon Camille, Eliane avait découvert la liaison de Lucas par hasard, mais au lieu de le condamner, elle s'en était servie comme levier. Elle lui disait que puisque lui aussi avait des secrets,
Il ne pouvait pas juger les siens. Elle l'a poussé à te tromper, puis à te pousser à divorcer. Chaque révélation était pire que la précédente. Non seulement Lucas m'avait trompé, mais il l'avait fait sous l'influence toxique de sa propre mère. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» ai-je demandé, la voix étrangement calme. Elle a baissé les yeux. J'avais peur. Peur de maman, peur de briser la famille, et puis, je crois que j'étais jalouse de toi. Tu avais le courage de vivre ta passion, alors que moi, j'avais toujours suivi le chemin qu'on avait tracé pour moi. Cette confession m'a touchée plus que je ne l'aurais imaginé. Derrière la femme froide et critique se cachait une personne perdue, aussi piégée que je l'avais été. On a tous notre combat, Camille, ai-je répondu doucement. Le mien, c'était de retrouver ma voix. Le tien, c'est peut-être de trouver la tienne. Notre conversation a marqué un tournant. Pas une réconciliation, pas vraiment, mais le début d'une compréhension mutuelle. Deux femmes différentes, mais toutes deux victimes du même système étouffant. Pendant ce temps, Lucas continuait ses tentatives désespérées de communication. Il est même venu frapper à la porte de mon atelier, visiblement ivre, les vêtements en désordre. « Sophia, tu dois me comprendre, c'est elle, c'est maman !» hurlait-il avant que je ne ferme la porte à clé. Voir cet homme, autrefois si contrôlé, dans un état pareil, m'a rempli de pitié plus que de colère. Lui aussi était une victime, mais cela n'excusait en rien ses choix. Avec mon avocate, nous avons formalisé la séparation. Les preuves que j'avais collectées ont rendu toute négociation inutile. Lucas a signé le consentement mutuel au divorce sans aucune contestation, renonçant même à partager la maison que nous achetions ensemble, bien que j'ai insisté pour lui verser sa part initiale. Je ne voulais rien lui devoir. La vie des autres membres de la famille continuait d'exploser. Robert a officiellement demandé le divorce et a porté plainte contre Marc. La vidéo avait fuité dans leur cercle d'amis, et le scandale était public. Eliane, complètement discréditée, avait quitté la ville pour se réfugier chez une cousine en province. Selon Camille, elle était sous sédatif, incapable de faire face aux conséquences de ses actes. Un mois après la fameuse soirée, j'ai reçu une lettre de Lucas, une vraie lettre manuscrite. « Je ne te demande pas de me pardonner, écrivait-il. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que j'ai commencé une thérapie. J'ai enfin compris à quel point j'étais sous l'emprise de ma mère, à quel point j'avais reproduit ces schémas toxiques. Tu as raison, nous méritons mieux que cela. Toi, tu mérites le bonheur que je n'ai pas su te donner. Cette lettre m'a émue, mais elle n'a pas changé ma décision. Pendant qu'il commençait son travail sur lui-même, je poursuivais le mien. J'avais repris la peinture avec une passion renouvelée et mon travail commençait à être remarqué. Une galerie locale m'avait contacté pour une exposition personnelle. Le thème, Renaissance. Je me suis aussi reconnectée avec des amis que j'avais négligés pendant mon mariage. Léa, ma meilleure amie d'enfance, m'a accueillie chez elle pendant les travaux dans mon nouvel appartement. « Tu as retrouvé ton étincelle ?» m'a-t-elle dit un soir en regardant mes nouvelles toiles. Et elle avait raison. Je n'étais plus la femme effacée qui marchait sur des œufs en permanence. J'étais redevenue moi-même, une version plus forte, plus sage. 6 mois. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où j'avais tout perdu pour tout gagner. 6 mois depuis que j'avais quitté la maison de mes beaux-parents, laissant derrière moi les débris d'un mariage bâti sur le sable mouvant des apparences. Aujourd'hui, je vous écris depuis mon nouvel atelier, inondé de lumière, avec vue sur les toits de Paris. Les odeurs de térébenthine et de café frais se mêlent agréablement, créant une symphonie olfactive qui est devenue le parfum de ma liberté retrouvée. La reconstruction n'avait pas été un long fleuve tranquille. Les premiers mois avaient été marqués par des nuits blanches à peindre frénétiquement, comme si mon pinceau pouvait exorciser les démons du passé. Puis étaient bévenues les séances de thérapie, essentielles, où j'avais appris à distinguer la colère saine de la amertume stérile. Docteur Leroy, ma psychologue, m'avait aidé à comprendre que je ne traversais pas seulement un divorce, mais que je me remettais de ce qu'elle appelait une relation coercitive. Lucas et sa mère m'avaient lentement coupé de mon identité et reconstruire demandait plus que du temps. Cela demandait un travail conscient, quotidien. Un matin particulièrement difficile, je m'étais réveillée avec cette phrase d'Eliane en tête. « Une artiste ? C'est un joli hobby, ma chère, mais pas un vrai métier. » Cette voix toxique avait failli me paralyser. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. J'avais appelé la galerie d'art contemporain qui m'avait contacté quelques semaines plus tôt et que j'avais repoussé par peur de l'échec. « Bonjour, c'est Sophia Martin. Je suis prête pour discuter de cette exposition personnelle. » La rencontre avec le galeriste, Monsieur Delacroix, avait été une révélation. Contrairement à Lucas qui tolérait ma peinture comme on tolère un caprice, cet homme aux yeux perçants avait scruté mes toiles avec un respect authentique. « Votre travail a une énergie rare, Madame Martin. Cette série sur la métamorphose, on sent que chaque coup de pinceau est un acte de libération. Pour la première fois, mon art n'était pas jugé comme un passe-temps, mais considéré comme une œuvre à part entière. L'exposition Renaissance avait été un succès au-delà de mes espérances. Le vernissage m'avait réservé une surprise de taille. Robert, mon ex-beau-père, était venu seul. Je l'avais trouvé contemplant mon tableau, La vérité libérée, qui représentait une femme brisant des chaînes faites de papier mensonger. « C'est nous, ça !» avait-il murmuré en me voyant approcher. Nous avions parlé longtemps, assis sur le banc en bois que le galeriste avait installé au centre de la salle. «
Eliane a quitté Paris, m'avait-il appris. Elle vit dans le sud, chez sa cousine. Elle refuse toujours de reconnaître ses torts. Sa voix était triste mais résignée. Moi, j'ai commencé à apprendre la photographie. À 60 ans, on découvre qu'on a une vie à réinventer. Cette conversation avait scellé une paix étrange entre nous. Nous n'étions plus liés par le mariage, mais par les cicatrices partagées d'une guerre familiale dont nous étions sortis meurtris, mais vivants. Pendant ce temps, ma relation avec Camille avait évolué vers une amitié inattendue. Elle venait régulièrement à mon atelier, parfois pour poser, souvent simplement pour parler. J'ai démissionné de mon poste dans la finance, m'avait-elle annoncé un jour, les yeux brillants d'un mélange de peur et d'excitation. Je monte ma boutique de cosmétiques bio. Pour la première fois, je fais un choix pour moi, pas pour faire plaisir à maman. Voir cette femme, autrefois si conventionnelle, trouver son propre chemin était peut-être l'une de mes plus belles victoires. Quant à Lucas, les nouvelles qui me parvenaient étaient contrastées. Il avait perdu son emploi dans la prestigieuse société où son père l'avait placé, mais avait trouvé un poste dans une petite entreprise où, selon Camille, il apprend enfin à être lui-même, pas le fils que maman voulait qu'il soit. Je n'avais aucune envie de le revoir, mais j'apprenais peu à peu à souhaiter son bonheur, loin du mien. C'est dans ce contexte de renaissance personnelle que j'avais rencontré Antoine. La manière dont nos vies me s'étaient croisées aurait pu sortir d'un roman. C'était lors d'une vente aux enchères caritatives où j'exposais une de mes toiles. Lui, architecte, avait surenchéri avec détermination sur Métamorphose, le tableau qui marquait mon tournant artistique. Notre première véritable conversation avait eu lieu autour d'un verre de vin, alors qu'il m'expliquait pourquoi cette œuvre le touchait tant. On sent que l'artiste a compris que la beauté naît souvent des ruptures, pas de la continuité. Avec Antoine, tout était différent, transparent. Il me parlait de son divorce, de sa fille de 8 ans qu'il élevait seule, de ses rêves d'architecture écologique. Il n'y avait aucun jeu, aucune manipulation. Quand je lui avais raconté par bribes mon histoire avec Lucas, il n'avait pas été effrayé ni excessivement compatissant. Il avait simplement dit « Personne ne devrait jamais avoir à justifier son choix de vivre dans la vérité ». Cette phrase simple mais profonde avait résonné en moi comme une libération. Notre relation s'était construite lentement, à mon rythme. J'avais des blessures, des méfiances, des réflexes conditionnés par des années de manipulation. Parfois, une simple remarque anodine d'Antoine pouvait me faire me renfermer, craignant une critique déguisée. Mais il avait une patience d'ange. « Prends ton temps », me répétait-il, « je ne vais nulle part ». Sa constance m'apprenait jour après jour à refaire confiance, non seulement à un homme, mais à mon propre jugement. Un soir particulièrement significatif, nous dînions chez lui lorsque sa fille Élodie m'avait montré un dessin qu'elle avait fait. On y voyait 3 personnages, elle, son père et moi, sous un arc-en-ciel. « Papa sourit beaucoup plus depuis qu'il te connaît », m'avait-elle dit simplement. À ce moment, j'avais senti des larmes me monter aux yeux, non pas des larmes de tristesse, mais de gratitude. Gratitude envers la vie qui m'offrait une seconde chance. Gratitude envers moi-même d'avoir eu le courage de saisir cette chance. Ma carrière, pendant ce temps, prenait un tournant inattendu. Le magazine Art Contemporain avait consacré un article à mon travail, soulignant la puissance narrative rare d'une artiste qui transforme la douleur en beauté. Dès les commandes affluaient, mais plus important encore, mon histoire inspirait d'autres femmes. Je recevais des messages touchants. Votre courage m'a donné la force de quitter mon mari violent. Grâce à vous, j'ai repris mes études abandonnées depuis 20 ans. Ces témoignages me rappelèrent que ma souffrance n'avait pas été vaine, qu'elle pouvait servir de phare à d'autres navigateurs en perdition. Un an jour pour jour après mon divorce, j'avais organisé une petite fête dans mon nouvel atelier. Antoine et Élodie étaient là, ainsi que Camille, Robert, mes amis proches et quelques collègues artistes. En regardant ces visages qui m'aimaient et me soutenaient pour qui j'étais vraiment, j'avais eu une prise de conscience. L'épreuve que j'avais traversée ne m'avait pas brisée, elle m'avait forgée. La femme que j'étais devenue était plus forte, plus authentique, plus vivante que celle d'avant. Ce soir-là, j'avais offert à Antoine un tableau que j'avais peint en secret. Intitulé « Nouveau départ », il montrait 2 mains se tendant l'une vers l'autre, entourées de couleurs chaudes et lumineuses. « C'est nous », lui avais-je dit. Il n'avait rien répondu, mais son étreinte valait tous les mots du monde. Aujourd'hui, alors que je prépare ma prochaine exposition et qu'Antoine et moi envisageons de créer ensemble des ateliers d'art-thérapie pour femmes victimes de violences, je mesure le chemin parcouru. La reconstruction n'est pas un processus linéaire. Il y a encore des nuits où je me réveille en sursaut, des moments de doute où je me demande si je mérite vraiment ce bonheur. Mais ces moments deviennent de plus en plus rares, remplacés par une sérénité croissante. Si cette histoire de renaissance vous inspire, abonnez-vous pour suivre la suite de mon parcours. Laissez un like si vous croyez aux secondes chances et partagez pour celles et ceux qui ont besoin d'entendre qu'après l'hiver vient toujours le printemps. Votre soutien fait partie de cette belle renaissance. 2 ans. 2 années se sont écoulées depuis cette nuit où j'ai bravé la tempête pour retrouver ma liberté. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots depuis mon atelier baigné de lumière, je ne peux m'empêcher de sourire en repensant au chemin parcouru. La femme qui vous parle maintenant n'est plus celle qui marchait sur des œufs en permanence, qui doutait de sa valeur, qui acceptait l'inacceptable par peur de la solitude.
Cette femme-là, je lui tends la main avec tendresse, car elle faisait de son mieux avec les ressources dont elle disposait. Mais je ne suis plus elle. Si vous me permettez, aujourd'hui, je vais partager avec vous les leçons les plus précises que j'ai tirées de cette épreuve. Ces vérités qui m'ont servi de boussole dans les moments les plus obscurs et qui continuent de guider mes pas chaque jour. Première leçon. La vérité mérite d'être défendue, même quand elle fait mal. Pendant des mois, j'avais senti l'infidélité de Lucas, perçu l'hypocrisie d'Eliane, mais je gardais le silence. Ce silence m'empoisonnait littéralement. Insomnie, anxiété, perte de confiance en moi. Le jour où j'ai décidé de confronter Lucas avec les preuves que j'avais rassemblées, je n'ai pas semé la destruction. Elle était déjà là, souterraine. J'ai simplement mis en lumière ce qui existait déjà dans l'ombre. La vérité a été douloureuse, certes, mais cette douleur était nécessaire, comme celle d'une fracture qu'on réduit pour qu'elle puisse guérir droit. Deuxième leçon, notre entourage nous définit plus que nous ne le croyons. Pendant mon mariage, je m'étais progressivement isolée de mes amis, de ma famille, de tous ceux qui pouvaient en voir la réalité en face. Lucas et Eliane avaient habilement cultivé cet isolement, critiquant systématiquement ceux qui m'étaient chers. Léa est trop superficielle. Ta mère est intrusive. Tes amies artistes ne sont pas sérieuses. Quand j'ai finalement retrouvé le courage de renouer avec mes proches, leur soutien a été ma bouée de sauvetage. Aujourd'hui, je veille jalousement sur ces relations authentiques. J'ai appris à reconnaître les personnes toxiques qui drainent mon énergie et à m'en protéger sans culpabilité. Troisième leçon, les preuves et la préparation sont nos meilleures armes. Si je n'avais pas méthodiquement rassemblé des preuves des infidélités de Lucas, si je n'avais pas sauvegardé cette vidéo compromettante dans plusieurs endroits, mon histoire aurait pu se terminer bien différemment. On me demande souvent si je regrette d'avoir espionné Lucas. Ma réponse est non. Dans une relation saine, une telle démarche serait effectivement malsaine. Mais quand vous êtes face à un manipulateur qui vous gaslight en permanence, rassembler des preuves objectives n'est pas de la malveillance. C'est une mesure de protection nécessaire pour préserver votre santé mentale et vos droits. Quatrième leçon, la compassion peut coexister avec la fermeté. Pendant longtemps, j'ai cru que comprendre les blessures de Lucas, son éducation toxique, son emprise maternelle, signifiait devoir excuser son comportement. J'ai finalement compris que je pouvais à la fois reconnaître qu'il était le produit d'un système familial dysfonctionnel refuser catégoriquement d'en être la victime. Cette nuance est cruciale. La compassion ne doit jamais se transformer en complaisance envers les mauvais traitements. Aujourd'hui, ma vie est radicalement différente et pourtant étonnamment simple. Mon travail d'artiste connaît un succès que je n'aurais jamais osé imaginer. Ironie du sort, les galeristes trouvent que mes nouvelles œuvres ont une authenticité qui manquait avant. Ma dernière exposition, Cicatrices de lumière, a même été acquise par le musée d'art moderne. Antoine et moi avons concrétisé notre projet d'atelier d'art-thérapie pour femmes victimes de violences. Chaque semaine, je rencontre des femmes meurtries mais courageuses, et ensemble, nous transformons leur douleur en créations magnifiques. Voir une femme retrouver l'étincelle dans ses yeux après des mois d'obscurité, c'est ma plus grande fierté. Quant à Lucas, les dernières nouvelles qui me sont parvenues via Camille indiquent qu'il a finalement trouvé un équilibre. Il vit maintenant dans une petite ville du sud, où il travaille comme professeur de guitare. Nous ne nous sommes jamais revus, et c'est très bien ainsi. Je lui souhaite sincèrement de trouver la paix, mais loin de moi. Certaines brûlures sont trop profondes pour permettre une quelconque réconciliation. Eliane, elle, reste amère et se présente toujours comme la victime. Certaines personnes choisissent de ne jamais faire face à leurs responsabilités et nous ne pouvons pas les y forcer. La meilleure réponse est de vivre pleinement notre vie sans leur accorder plus d'attention qu'elle ne mérite. Camille, quant à elle, a trouvé son chemin. Sa boutique de cosmétiques bio prospère et elle vient de rencontrer quelqu'un qui l'aime pour sa véritable personnalité, pas pour l'image que sa mère voulait qu'elle projette. Nous déjeunons ensemble une fois par mois et nos conversations sont légères, joyeuses, libérées du poids du passé. Si je devais résumer mon parcours en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose d'autre est plus important que la peur. J'avais peur de confronter Lucas, peur de perdre le confort matériel de mon mariage, peur du regard des autres, peur de la solitude. Mais j'ai fini par réaliser que me perdre moi-même était bien pire que toutes ces craintes réunies. Aux personnes qui m'écoutent et qui se reconnaissent dans une partie de mon histoire, je voudrais dire ceci. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que les autres voudraient que vous soyez. Vous méritez le respect, la sincérité, la bienveillance. Si votre entourage vous fait douter de cette évidence, peut-être est-il temps de vous interroger sur la place que ces personnes devraient occuper dans votre vie. La reconstruction est possible, la joie est possible, l'amour authentique est possible. J'en suis la preuve vivante. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a donné de l'espoir ou de la force, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez un like si vous croyez au pouvoir de la résilience et partagez cette vidéo autour de vous. On ne sait jamais qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Votre soutien a été une lumière dans mon cheminement et je vous en remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Merci infiniment.